voyez le titre, un piège potentiel de l'outil vidéo dans l'assistance à l'arbitrage footballistique. Je vais avoir besoin, avant de traiter à fond ce sujet-là, de faire une petite présentation. On peut y aller. Avec, dans mon introduction, donc, parler rapidement de mon positionnement de recherche, du spectacle vivant au spectacle sportif. Ensuite, d'envisager rapidement l'arbitrage 100% humain en considérant les forces et faiblesses de cette technique et de cette pratique. Ensuite, les nouvelles perspectives permises par les révolutions technologiques. Là, ça sera un peu un saut dans le futur pour essayer d'avoir un horizon qui permette de mieux comprendre le présent en envisageant un futur possible permise, une extrapolation aujourd'hui permise par les nouvelles technologies. Ensuite, je reviendrai donc au cœur du présent et des dispositifs de captation vidéo courants avec donc les forces et faiblesses des dispositifs utilisés par les télévisions de nos jours. Et ensuite, j'en arriverai à la conclusion là, que des changements sont inéluctables et comment se positionner par rapport à ces changements. Alors donc, on a des technologies qui n'arrêtent pas de changer, des pratiques qui sont révolutionnées par les révolutions numériques en cours, et ça crée des écosystèmes extrêmement fluctuants et extrêmement incertains, puisqu'aujourd'hui, bien malin pourra dire à quoi ressemblera le football dans 30 ans, l'arbitrage footballistique dans 30 ans. Il y a énormément de possibles, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert, qui n'existait pas il y a une trentaine d'années, et donc il faut essayer de poser quelques jalons pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pour ce faire, il va être utile d'explorer les limites des dispositifs existants qui sont, à mon sens, pas suffisamment explorés, pas suffisamment étudiés dans une simple captation de spectacles vivants, de matchs de football. On n'a pas suffisamment d'études pour évaluer l'impact, le potentiel de certains, de positions de caméra ou de focales utilisées, etc., etc. Donc ça manque un peu aujourd'hui dans le débat. Et ensuite, donc, on devrait pouvoir être capable de donner quelques indications, quelques pistes pour une assistance footballistique en temps réel, performante, et qui puisse être mise en jeu dans les années à venir. Donc, je dois faire, comme je dis, un préalable. Je suis moi-même réalisateur de formation, donc une vingtaine d'années de réalisation, de 3 ans sur les chaînes nationales, mais pas en multicaptation, hein, en réalisateur monocaméra, et ensuite dans un théâtre avec du matériel identique à celui des chaînes télévisuelles, des réalisateurs de captation, donc près de 500 captations différentes, parfois avec des cadreurs qui font du football et qui donc, du spectacle vivant au spectacle sportif, il peut y avoir des analogies. Donc là, un livre que j'ai fait, moi je suis spécialisé dans les traces audiovisuelles du spectacle vivant et les nouvelles écritures. Mon approche en tant que chercheur est une approche constructiviste, qui emprunte beaucoup à la fois à l'énaction, à l'autopoèse au sens de Varela, hein, c'est-à-dire la cognition incarnée, et puis avec des emprunts ethnométhodologiques. Donc là, aujourd'hui, c'est ma première incursion dans le champ autre que le champ du spectacle vivant, là, avec toute l'expérience de réalisateur que j'ai pu acquérir au fil de ces années de réalisation de captation en monocaméra, en multicaméra, en recréation. Voilà. Alors l'intérêt, c'est de voir si, du fait de ce déplacement du regard, il peut y avoir quelques idées nouvelles éventuellement, quelques éléments qui peuvent être partagés, qui peuvent nourrir la réflexion. Alors j'en passe à l'arbitrage 100% humain. Donc rapidement, je vois moi comme grand avantage la réactivité, la fluidité,
l'expérience, évidemment, qui est si importante pour un arbitre, la responsabilité, le vécu, les stratégies, l'interprétation aussi, qui me paraît essentielle dans le cadre d'un bon arbitrage, l'intuition, un bon arbitre, à mon sens, Michel Vautreau dira plus tard ce qu'il en pense, mais un bon arbitre doit certainement avoir aussi cette capacité d'intuition, une autorité indispensable, une capacité de distanciation, évidemment une condition physique pour, dans la plongée du temps réel de la partie autopoétique, c'est-à-dire qui est tout le temps en train de s'autoproduire par un groupe d'humains et en train de s'écrire dans les mémoires vivantes et numériques, à la fois dans les mémoires des joueurs, dans les mémoires de l'entraîneur, des spectateurs, et puis aussi dans tous les supports et dispositifs d'enregistrement. La faiblesse, ça a été dit un peu auparavant, là, on note l'impossibilité d'être toujours bien placé et de voir systématiquement ce qui fait sens à chaque moment de jeu, d'où des risques importants et des erreurs parfois cruciales qui ont bien été soulignées dans l'intervention précédente. Alors, un dispositif emblématique de dénigrement du corps arbitral que tout le monde connaît, qui fait partie de la mémoire collective aujourd'hui, c'était et moi-même, en tant que jeune garçon, j'avais vécu en direct, et à l'époque, je me rappelais encore du but refusé, du but valide de Michel Platini refusé, du but de l'attaquant bulgare hors jeu, et après, juste 3. On dit que pour faire un gag dans le chant théâtral, il faut répéter 3 fois les choses, et bien là, la 3e fois, ça tombait, et Thierry Roland qu'en loupe pas une, qui était commencé donc à avoir des propos extrêmement graves, parce qu'il mettait en cause l'intégrité de l'arbitre, à tort ou à raison, je n'en sais pas, je ne sais toujours pas, mais en tout cas, c'était un événement, je crois, qui a fait date à ce moment-là, qui montre bien qu'il y a un formidable enjeu sur la qualité de l'arbitrage et le fait que s'il y a une faute, 2 fautes, 3 fautes, voilà, ça pose quand même un problème qui n'a toujours pas été résolu. Les nouvelles perspectives permises par les révolutions technologiques, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça chamboule les usages intimes et les usages collectifs, aussi bien que les dispositifs sociotechniques, médiatiques. On voit bien l'évolution actuelle des médias qui va à une vitesse énorme, surtout dans nos industries et nos cultures industrielles à haute valeur ajoutée, pourrait-on dire. Donc, ces techniques, cette révolution, permettrait d'envisager la constitution progressive d'un arbitrage augmenté et donc d'un super corps arbitral en phase avec les nouvelles demandes sociétales des spectateurs, des clubs sportifs, des télévisions, et d'où, j'ai dit permettrait, j'ai mis le conditionnel, et d'où l'erreur serait bannie. Derrière, il y a ça, on peut supprimer l'erreur. Donc évidemment, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Alors effectivement, l'International Board s'est déclaré récemment favorable à l'extension de l'assistance vidéo à l'arbitrage et se réunit vendredi prochain jusqu'au 6 mars pour... on aura certainement d'autres informations sur l'utilisation de la vidéo dans l'assistance à l'arbitrage. Alors commençons rapidement ensuite par la technologie de la ligne de but. Donc là, c'est simple. On veut la preuve, la balle a franchi ou non la ligne de but. Donc il y a plusieurs technologies, Cairo GTL système, GoalRef, qui sont soit avec une puce dans le ballon, soit avec des caméras réelles. Goal Control, c'est le système visuel qui a été choisi par la FIFA en 2013 et qui a servi pour la Coupe du Monde. Donc là, dans ce système-là, on a 14 caméras haute vitesse, 7 pour chaque but, et puis la possibilité pour l'arbitre principal d'avoir une montre connectée qui va lui indiquer immédiatement si vous voulez voir en ligne, d'ailleurs, il y a une vidéo publicitaire pour la GoLight Technology qui est assez efficace, qui est faite en image de synthèse, mais là, je n'avais pas le temps de diffuser aujourd'hui. Le premier bilan, semble-t-il, de cette technologie, c'est un bilan positif, en ce sens que c'est fiable, parce que l'espace à contrôler est très limité, 7,3 m sur 2,4 m, et d'importance cruciale. Que le but soit ou pas, évidemment, c'est essentiel dans le football. Mais par rapport au volume du terrain, on reste sur un champ extrêmement limité. Et la vidéo, justement, adore les espaces limités. La vidéo a beaucoup de mal. C'est difficile de filmer sur des grands espaces, parce que par définition, c'est l'outil microscopique, c'est la loupe. C'est une invention scientifique au début de l'histoire du cinéma. Et donc, ça pose des problèmes dès lors que l'espace est trop grand à couvrir. Donc, on a dans ce cadre-là une fluidité du rythme de la rencontre sportive qui est présentée.
une exactitude de la réponse, le but y est ou il n'y est pas. Bon, on peut envisager un décryptage, un piratage, mais enfin bon, ça me semble un petit peu, pour l'instant, rien n'est non piratable, mais ça semble un peu compliqué. Et puis, on peut prévoir sa généralisation avec l'équipement des grands stades au fur et à mesure de la baisse des coûts du dispositif. 200 000 € pour équiper un stade pour l'instant, mais il est évident que ça va baisser dans des proportions importantes. À noter simplement, la Bundesliga allemande a refusé en 2014, mais je pense, enfin personnellement, il me semble que c'est par rapport à la porte ouverte à l'irruption de la vidéo et d'autres mesures qu'ils souhaiteraient tempérer, et non pas une mesure directement contre la technologie sur la ligne de but. Ensuite, de la ligne de but vers l'arbitrage augmenté. Donc là, a priori, donc, on voit très bien la volonté de dire, OK, puisqu'on fait la ligne de but, on va faire le reste. Et donc, du contrôle du franchissement du ballon, de la ligne de but à l'utilisation des images pour arbitrer. Là, il me semble que c'est un tout autre problème. On change d'échelle, on change de registre, car la technique de l'arbitrage est aussi un art de l'interprétation et de la gradation. L'arbitre est aussi un artiste à sa façon, comme ceux que je peux rencontrer moi dans le champ du spectacle vivant. Là, c'est là que je parlais tout à l'heure, l'extrapolation plausible, une forme de plausibilité à l'échelon 2030, ça aurait pu être 2035, 2040, je ne sais pas, mais c'est pour permettre d'avoir un champ de réflexion élargi pour mieux comprendre et être en avance par rapport aux évolutions à venir aujourd'hui, pour ne pas être toujours à la traîne, toujours en retard. Donc, on peut imaginer, je me suis amusé à imaginer un petit système en disant, OK, on pourrait imaginer un système dédié, donc qui serait volontairement, pour l'instant, à côté, en parallèle au système de télévision dite spectaculaire. Et dans ce système-là, on aurait une table écran panoramique tactile avec un plan large 16K. 16K, c'est pour avoir réellement une très grande définition. Aujourd'hui, on a la 4K qui veut l'introduire, et la 4K, c'est beaucoup mieux que la HD, évidemment, et la 16K, ça sera encore beaucoup plus. Ce qui permettrait d'avoir sur cette table écran qu'on voit à droite, la totalité du terrain, un seul plan. Et sur un seul plan, on pourrait un arbitre de table au moins qui suit la partie sur l'écran, et en cas de nécessité d'interprétation, faute hors jeu, il va effleurer l'écran comme sur un smartphone pour zoomer, revenir en arrière, revoir et communiquer quasi instantanément les informations à l'arbitre principal sur le terrain. Alors je vais revenir, mais ça c'est un dispositif où la table existe déjà, on s'en sert pour le montage d'actualités vidéo, enfin il y a déjà des recherches dans ce sens qui sont tout à fait pertinentes. Il faut, par contre, pour que ça fonctionne, il faut un suivi informatique des 22 joueurs et du ballon, dans des cadres qui épousent tous leurs déplacements. Alors pour l'instant, ça c'est balbutiant, on est encore embryonnaire par rapport à ça. D'après. Et là, je donne un exemple de recherches qui se font dans le champ théâtral aujourd'hui, notamment par Vinette Gandhi et Rémi Ronfard. On voit à droite un suivi de personnages, un suivi de personnages dans des petits carrés ou rectangles, et quand ils vont évoluer dans l'espace, ils seront suivis en temps réel. Ils seront suivis parce que l'objectif et le système derrière, le système informatique derrière, sera capable de reconnaître chacun des acteurs, donc des joueurs, si on extrapose au football, avec un codage approprié. Et ensuite, avec un seul plan large, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, capacité de zoomer numériquement dans l'image pour retrouver des gros plans, des plans moyens, le plan large, etc. Mais tout ça en temps réel. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas en temps réel ce travail-là dans le théâtre, mais les recherches sont en cours et on peut supposer raisonnablement qu'on aura ce type de technologie à disposition dans un certain nombre d'années, et pas dans 50 ans. Mais vraiment, quand je dis 2030, ça me semble... Là, c'est dans les laboratoires, c'est en élaboration, c'est en temps différé, mais on pourrait suivre comme ça tous les joueurs d'un match de football sur un seul écran. Alors imaginons un plan beaucoup plus large et on aurait des rectangles, sur chacun des rectangles qui bougeraient en permanence. Et sur celui-ci, donc c'est là que l'arbitre de table serait capable de zoomer tout de suite. Il aurait des boutons, 3 secondes en arrière, 2 secondes en avant. Ça irait très 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 vite, parce que encore une fois, c'est la capacité de performance en temps réel qui sera importante, et qui lui permettrait d'avoir des informations qui pourraient ensuite communiquer
à l'arbitre principal qui, lui, serait sur le terrain. Alors là, j'ai mis des lunettes Google d'aujourd'hui, hein, parce que, bon, évidemment, ça changera et ça se perfectionnera énormément au fil des années. Mais cette réception des informations visuelles et des données de l'arbitre de table permettrait une possibilité d'interaction aussi avec les autres arbitres, et même de pilotage par les techniques d'eye tracking, combinaison donc de techniques différentes, de pilotage des informations par l'arbitre. En regardant tel endroit, il a des curseurs virtuels et il est capable d'avoir un replay ou soit lui-même de pouvoir commander lui-même une répétition d'action 3 secondes avant et le mettre directement, accéléré, ralenti, ou bien de demander à un arbitre de table. Tout ça, ça va être vraiment possible. Hein. Ça va arriver assez vite. Parce que ces techniques-là, même le laboratoire de visu est équipé d'eye tracking qui permettent ce type de travail. On va avoir des expérimentations en cours là-dessus. Donc, on peut aussi, faut être beaucoup plus prudent, une aide à la décision par la superposition d'informations graphiques en intelligence artificielle sur l'action d'un jeu à trancher. Bon, là, peut-être que ça arrivera, mais là, par contre, il n'y a pas du tout de calendrier. Ça paraît beaucoup plus incertain. Alors, ces techniques innovantes et transversales sont en cours d'études, de projets de recherche, et d'autres encore peuvent s'imaginer. Hein. On sait bien la géolocalisation des joueurs, le puce dans le ballon, le puce dans les maillots, le puce dans les chaussures. Enfin, il y a énormément, au niveau de la connexion possible, il y a énormément de recherches qui vont être menées, qui sont menées par les labos privés et publics, et qui, c'est valable dans un sport, au basket, eh bien, on peut le mettre au football. Donc ça risque de devenir très très vite. Hein. Il y aura une sorte de contagion des bonnes idées, entre guillemets, ou des innovations qui fait que les choses peuvent arriver très vite, mais on ne sait pas trop d'où ça peut venir. Alors, est-ce que c'est la solution idéale? Est-ce que c'est souhaitable même? Donc c'est là que je dis qu'il faut prendre du recul par rapport à cette prospective qu'on a faite un petit peu sur une quinzaine d'années pour essayer de voir maintenant comment on peut simplement, tout très très modestement, et revoir les dispositifs actuels. Et donc là, les dispositifs que j'appelle moi de monocaptation, puisque au théâtre on distingue les monocaptations des multicaptation quand on filme plusieurs soirs de suite un même spectacle, ou bien des recréations. Au niveau du théâtre, du football, on est vraiment dans de la monocaptation, on filme qu'un seul soir. Donc, multicaméra, une fois unique, et tout doit être diffusable. Donc, c'est vrai que ça paraît de la magie. On dit, OK, c'est simple, c'est efficace, c'est une transparence apparente. Et beaucoup de personnes se font avoir par cette sensation c'est transparent, et donc ça donne une image, c'est un dispositif fidèle. Alors qu'en fait, évidemment, ça ne l'est pas. Regardez là le dispositif, c'est un exemple de dispositif de captation, hein, un plan de feu, un plan de caméra. Moi, j'estime que quand on fait une réalisation, un plan de caméra, c'est 50% du boulot. Hein. Le placement des caméras est crucial. Tout à l'heure, on parlait des perspectives A, B, C. Bon, le réalisateur, il va se co-tilter à ça et il sera prêt à quelques centimètres près, souvent, pour arriver à avoir exactement ce qu'il veut par rapport au rendu potentiel. Et donc là, on a tout le dispositif d'une captation sophistiquée, hein, qui est bien entendu orienté à des fins spectaculaires. Je n'ai pas le temps de détailler plus, mais éventuellement après, on pourrait revenir sur cette captation qu'on a vue à 21 caméras. Les avantages de la monocaptation, c'est un travail à chaud, on a en synchronie, en reliance avec le match. On a une durée réduite de tournage, c'est la durée du match, un dispositif normatif reproductible, l'industrie adore, un coût raisonnable en baisse constante, mais à équipement constant, parce que les industriels, eux, ils veulent gagner de l'argent, donc ils font exprès toujours d'inventer de nouvelles définitions d'images pour absolument vendre toujours plus leurs équipements et obliger les chaînes à... Et aujourd'hui, la 4K n'est pas indispensable du tout, mais on a passé de la HD à la 4K, et la NHK japonaise, elle s'équipe déjà en 8K. Enfin bon, ça va être une poule aux œufs d'or, et pour toujours alimenter les parts de marché, du moins tant que l'économie, on n'aura pas éventuellement un crack, vu que pour l'instant, en ce moment, au niveau des flux financiers, sur 100 euros qui circulent sur la planète, il y a un seul euro de réel et 99% des euros qui sont virtuels. Donc un jour, quand tout le monde dit remboursez-nous, il n'y aura plus qu'un seul euro à donner à tout le monde. À ce moment-là, ça risque de créer des changements, et notamment dans le financement des matchs de football au niveau de leur retransmission sportive. Information signifiante nouvelle, donc, par le jeu de l'alternance rythmée des plans. Plan d'ensemble, plan moyen, gros plan. Par l'utilisation des valeurs de plans de proximité, hein, les plans rapprochés, les gros plans, on sait qu'ils sont très impactants émotionnellement auprès du spectateur. Et il y en a
une captation qui a beaucoup de moyens, elle va chercher à s'approcher, à impacter, à rentrer dans le jeu, mais à rentrer aussi dans le comportement, la psyché des joueurs, même si évidemment celle-ci reste relativement impénétrable. Et donc on a une information aussi très importante qui est la dissection en vidéo de l'espace du terrain. C'est un point qui n'est pas suffisamment souligné, qui fait que l'espace l'espace du terrain en vidéo, il ne contient plus objectivement les équipes, parce qu'il est modifié à chaque pas, c'est les joueurs qui modifient à chaque pas, par la densité de leur trajectoire, espace-temps relatif et évolutif, des objectifs à focale variable des caméras du terrain. Les caméras et leurs objectifs modifient la perception de l'activité motrice du joueur, et donc il faut prendre ce critère-là comme un critère essentiel et bien réfléchir dessus, plutôt que de penser non, voilà, la vidéo, l'espace, il est filmé dans des caméras, c'est un espace newtonien. Non, on est chez Einstein là pour l'instant, on n'est plus du tout dans le champ newtonien. Les faiblesses principales de ces dispositifs, c'est une absence de choix des rapports premier plan et arrière-plan, comme on pourrait faire au cinéma ou ailleurs, où là on peut jouer, on sait très bien que le deuxième plan a de l'influence sur le premier plan, sur ce que peut ressentir quelqu'un, une non prise en compte de multiples actions simultanées. Et donc forcément, oui, l'audiovisuel c'est séquentiel, c'est un plan, puis un plan, puis un plan. Par définition, le spectacle sportif, c'est de la simultanéité. Donc problème. Au cinéma, on diffère tout, et on a l'impression que c'est en simultané, mais tout est en différé. On ne peut pas le faire dans une captation sportive. On a aussi une raréfaction et une rigidité des actes et des positions de prise de vue, puisque les caméras, même avec les Spidercam ou tout autre, les caméras Steadicam, les caméras sur rail, etc., qui donnent beaucoup plus de mobilité et de la fluidité, on en reste quand même extraordinairement limité et rigide par rapport à n'importe quel film de fiction qu'on va voir au cinéma, où on va choisir le bon angle, la bonne position, la bonne hauteur pour filmer un acteur, une action, une séquence. On a aussi des multiples incohérences qui nous paraissent normales, mais pourtant qui sont des incohérences au niveau technique, dans les enchaînements de focales, dans les travelling optiques, par exemple. Je prends volontairement un exemple un peu caricatural. Un tel défenseur filmé en longue focale des tribunes, il semblera faire un tact fautif sur un attaquant tout proche. Par contre, si on prend la fin de l'action et qu'elle est raccordée de manière maladroite par le réalisateur, maladroite parce que ça permet de voir la supercherie, elle est raccordée en focale en moyenne et du bord du terrain, on pourra dire, ben non, il y a une distance très importante entre les deux, il ne peut pas y avoir faute. Alors même que le plan d'avant, il y a faute quand on la voit. Donc ça donne bien un élément sur la prudence à avoir par rapport à l'outil vidéo et de savoir quel point de vue on adopte par rapport à une action précise. Globalement, l'asservissement total de la temporalité audiovisuelle à l'œil du cyclone du temps réel du match, c'est ce qui ne permet pas de libérer le libre jeu des codes audiovisuels pour avoir la même maîtrise et la même objectivité, entre guillemets, enfin du moins fidélité qu'au cinéma. Le cinéma, lui, c'est un système d'ubiquité intégrale qui permet de transporter le spectateur à n'importe quel point du temps et de l'espace. Trouver exactement la bonne position de caméra, parce que mettre une caméra à tel endroit, c'est un acte de mise en scène. Déjà, il n'y a aucun emplacement de caméra qui est un emplacement neutre. Donc, se poser la question de manière prioritaire quand on veut filmer un match de football et quand on veut surtout avoir une volonté de donner une captation et une trace juste du geste sportif, et ben, où est-ce que la caméra est placée? Est-ce qu'elle est placée? Est-ce qu'elle va aider à la compréhension? Au contraire, est-ce qu'elle va la diminuer? Alors, si toute monocaptation est une représentation et donc un trucage, on en revient toujours à la question essentielle. Pourquoi et pour qui filmer, truquer? Parce que filmer, c'est truquer. Ça, c'est les bases. Tout le monde sera d'accord. Toute la théorie du cinéma, on est d'accord. Filmer, c'est truquer. Ça, c'est le point de départ. Donc, captation en premier lieu pour le public non physiquement présent. Bon, il y a bien les écrans dans les matchs, évidemment, mais avant tout, c'est recherche d'une trace instantanée, spectaculaire, apte à maximiser des émotions. Adhérence, contagion émotionnelle. Donc, d'où ce qu'on observe dans les captations sophistiquées de ces dernières années, la multiplication souvent aberrante, parce que excessive, de la fragmentation des plans. Les plans sont de plus en plus courts. Moi, j'appelle ça plutôt des flux, mais enfin, on peut appeler ça des plans. Des effets visuels, des ralentis, trop de ralentis, surtout pour les buts. Et puis, on loupe le début de la partie. Enfin, bon, c'est un manque de respect par rapport même aux spectateurs et aux joueurs qui me paraît incroyable et qui, aujourd'hui, passent relativement facilement. Et leur remontrer les buts 3-4 fois de suite à la suite, ça paraît tout à fait
excessifs, les super loops, les révélateurs de hors-jeu, ça n'a pas le temps d'en parler, parce que là, sur ça, je pourrais faire 3-4 diapos, mais bon, peut-être qu'on en parlera après, mais je n'ai pas le temps. Et donc, les monocaptations, au final, sont, pour moi, parce qu'elles ont une vocation d'être une trace instantanée spectaculaire, elles sont inadéquates pour l'assistance à l'arbitrage, qui est de la côté de la recherche d'une trace documentaire fidèle du réel, distanciée et topologiquement précise des actions. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Moi, je suis réalisateur aussi. Je peux vous dire que si on me dit de filmer pour l'item 1 ou pour l'item 2, je ne vais pas filmer de la même manière, je peux vous le garantir. Et je peux faire un article là-dessus pour vous dire quel choix différent j'utiliserai dans un plan, dans un premier plan, ou bien dans une seconde situation. Alors, conclusion, j'en arrive à ma conclusion. Oui, c'est bon, on est près dans les temps. Renforcer, donc, pour moi, le corps arbitral qui doit rester central et souverain. Par exemple, le 5e arbitre, mais c'est aussi la qualité de la formation qui doit être approfondie pour faire confiance à l'humain et puis qu'on ait un arbitrage de qualité. Un refus ferme, à mon sens, en règle générale, de l'arbitrage vidéo lorsqu'il est issu sans contrôle, j'ai bien dit le mot très important, sans contrôle, des seules chaînes de télévision. Comme on l'a vu avant, elles ont d'autres objectifs. Elles ne cherchent pas la même chose qu'un corps arbitral, à mon sens. Bon. Et régulation à poursuivre avec l'aide précieuse de vidéastes aussi, puisqu'il faut aussi qu'il y ait dans les instances de régulation des personnes qui connaissent bien l'outil vidéo et qui parlent le même langage que celle des chaînes de télévision pour proposer des alternatives. Des alternatives sont toujours possibles, mais elles ne sont jamais proposées. Pourquoi ? Parce que ça ne sert pas le dispositif actuel. Bon. Et avec des cahiers des charges contraignants, mais pertinents. C'est-à-dire pas des cahiers des charges où on va dire des dictates. Où il y a un réalisateur de TF1 en 1998 qui disait que il y avait les dictates de l'UFAC, c'était les sentences d'ayatollah, quoi. Donc il faut être beaucoup plus subtil, et il y a des subtilités beaucoup plus grandes à avoir. Mais aussi, donc après avoir insisté sur l'aspect humain, n'est-il pas de la seule responsabilité du football d'imaginer, de s'approprier des dispositifs dédiés, si possible, mais ça peut être aussi des mix et des symbioses, dès lors qu'il y a un vrai échange d'égal à égal avec les télévisions, il y a un vrai bras de fer, mais en même temps dans le partenariat et la coopération à trouver, qui n'existe pas aujourd'hui, ça c'est sûr à mon avis, au lieu de se faire imposer tôt ou tard par une forte pression socio-économique des dispositifs et des formes qui ne seront pas adaptés, qui ne conviendront pas par rapport à tout ce qu'on a vu en prospective tout à l'heure. Donc l'arbitrage augmenté, oui, à mon sens, mais en accompagnement et du renforcement de la qualité d'arbitrage humaine déjà évoquée, c'est-à-dire en n'oubliant jamais la leçon première du Japon traditionnel qui dit la technique, c'est l'homme. Ne jamais oublier ça, autrement on devient des robots. Et Dieu sait qu'il y a une partie de la société qui veut nous pousser dans cette robotisation de l'humain. Et pour finir, une dernière piste probablement quelque peu utopique dans le contexte actuel, favoriser évidemment une véritable éducation ludique à l'image pour tous, pour les spectateurs évidemment, il y a certainement quelque chose à faire, que les commentateurs sportifs, qui sont les premiers médiateurs, seraient vraiment concernés par un retour à l'éthique, à l'authenticité, à la distanciation et l'impartialité, pour éviter pour les matchs de l'équipe de France de devoir les voir sur les chaînes belges pour avoir un commentaire un peu plus distancié. Et enfin, faire comprendre à tous que l'erreur d'arbitrage, ou tous les spectateurs, elle est humaine, elle fait partie de notre nature intrinsèque, et qu'il faut l'accepter. On ne pourra jamais tout supprimer. Ce n'est pas possible. Quels que soient les dispositifs, même dans ceux qu'on a pu imaginer, ça ne sera jamais possible. Et c'est heureux comme ça, parce que, ça, c'est ce que je disais sur l'éducation un peu l'image, mais l'éducation à nous tous. Ceci n'est pas le match. Là, j'aurais pu mettre une vidéo. Ceci n'est pas le match, c'est une représentation du match. C'est la leçon de Magritte, du tableau de Magritte qui s'appelle « La trahison des images » et qui avait absolument tout cerné. Aujourd'hui, on joue beaucoup pour le spectateur, à l'immerger dans l'image, lui faire croire qu'il est dans le match, qu'il a vu le match, alors que c'est une imposture. Je peux vous dire qu'il y a les choix sont réfléchis derrière. Vous avez vu le dispositif de TF1 sur ce que je vous ai montré, et ça induit un certain type de réception spectatorielle, et ce n'est pas celle qui concerne l'arbitrage. Voilà, je vous remercie de votre attention.